Je découvre que la vie est terriblement courte. Est-ce que ce sont les derniers jours? On n'en sait rien. La chimiothérapie, une fois qu'on l'a vécue, ne serait-ce qu'une fois, on ne peut pas l'oublier. Et le fait de replonger dedans, ça déprime à une vitesse colossale. Je m'appelle René-Marc Gage, j'ai 62 ans, je suis retraité depuis à peine 15 jours. Et je réponds gentiment à votre invitation ce matin. Parce que la manière dont vous m'avez invité était particulièrement chaleureuse et agréable. Ma vie, je suis un artiste autodidacte, indépendant. Depuis puisque j'ai 62 ans, j'ai commencé le spectacle vivant et principalement l'humour à l'âge de 7 ans. Et en tant que professionnel à partir de 15 ans. La maladie, j'en suis au 3e cancer en fait. Le premier cancer a frappé il y a 15 ans et j'ai envie de dire c'était juste un cancer de la gorge pour lequel j'ai été opéré puisque dès qu'il y a une tumeur sans métastase, on peut être opéré. Dès qu'il y a des métastases, on ne peut plus être opéré, on ne peut plus enlever la tumeur. Donc le premier cancer de la gorge que j'ai été opéré. J'ai eu derrière chimiothérapie et radiothérapie qui sont des soins de sécurité pour éviter aux métastases de développer. Et je suis entré en rémission. Je vous parle de ça, le cancer de la gorge, l'amygdale gauche, j'avais 46 ans, j'en ai 62, donc c'était il y a 16 ans. Et il y a 3 ans, alors que tout allait bien dans ma vie, je me suis retrouvé dans une situation où je rejetais les aliments que j'avalais. Je vomissais systématiquement ce que je mangeais, de plus en plus. Donc nous nous sommes interrogés. Je suis allé voir un gastro-entérologue qui a fait une fibroscopie. Et on m'a trouvé une tumeur de 5 cm entre l'œsophage et l'estomac qui empêchait les aliments de descendre. Et en fait, j'ai découvert que j'avais un cancer du cardia, assez commun. Il y a 5000 cas par an qui frappent les hommes entre 55 et 65 ans. Je tombe pile dedans. Et depuis, c'est le bordel, quoi. Moi, je pense que c'est toujours la même maladie contre laquelle je lutte depuis 16 ans. Je pense que c'est toujours la même. Parce que ce sont des cellules malades. Les cellules, ce sont les cellules du corps, ce sont toujours les mêmes. Enfin, qu'elles frappent dans la gorge ou qu'elles frappent à l'estomac, les cellules du corps restent les cellules du corps. Donc si les cellules sont abîmées, quel que soit l'endroit du corps, c'est que le corps est attaqué. Officiellement, ma rémission, c'était en 2013, puisqu'il faut considérer 5 ans après avoir été opéré pour entrer en rémission. On est suivi, bien entendu, d'abord tous les 3 mois, tous les 6 mois, puis après une fois par an. Donc officiellement, on estime que si au bout de 5 ans, rien ne s'est passé, on est en rémission officielle. Donc en 2013, j'ai été déclaré en rémission officielle. Et c'est en 2022 que tout a recommencé. Inconsciemment, je pense qu'on pense toujours à la rechute. Toujours, c'est le risque. En plus, je suis jeune. J'ai été en rémission à 50 balais, quoi. Ce qui me faisait ne pas focaliser trop dessus, c'est le fait que j'ai eu une tumeur sans métastase qui a donc été enlevée par opération. Là, j'ai été confronté après aux métastases. Donc j'ai pensé rechute, oui, mais je l'ai très vite oublié parce que j'ai refait ma vie, et merveilleusement bien. Et du coup, j'ai été embarqué dans des tas de choses qui font que je n'y ai pas pensé. Une rechute semble assez inévitable. Alors déjà, on le prend très mal par rapport aux chimiothérapies. Parce que le souvenir que l'on garde d'un premier cancer, c'est le côté désagréable des traitements chimiques. Et moi, le souvenir que j'en avais du premier cancer de la gorge, c'est le fait de retomber dans la chimiothérapie. Parce que la chimiothérapie, ce sont des effets secondaires et ce sont des choses que l'on ressent à l'intérieur du corps qui ne peuvent pas s'oublier. Une fois qu'on l'a vécu, ne serait-ce qu'une fois, on ne peut pas l'oublier. Et le fait de replonger dedans, ça déprime à une vitesse colossale. Donc c'est pas le fait de redevenir malade le problème, c'est le fait de repartir pour des traitements aussi difficiles. On est une loque sous chimiothérapie. On est une loque, je ne saurais pas expliquer, mais la sensation, c'est on est totalement vidé de son énergie. À la place, on nous injecte autre chose, on ne sait pas quoi, c'est forcément du chimique. Donc on ne fait que subir, sans savoir ce qui nous arrive. Mais on est complètement vidé de toute énergie. Pour peu qu'on ne se soit pas paré par des médicaments qui existent, heureusement, on vomit en permanence. C'est des nausées en permanence. Les effets secondaires sont des effets secondaires qui, au niveau de la fatigue notamment,
sont très difficiles à gérer. Lorsque j'ai été en rechute, que le deuxième cancer est arrivé, je ne m'y suis pas pris de la même façon, grâce à mon épouse, qui est une ex-infirmière en palliatif. Elle est ce qu'on appelle une aidante, et elle m'accompagne dans tout ce que je fais depuis que les choses sont devenues plus compliquées à gérer. Je peux représenter tous les sacrifices qu'elle fait pour moi et tout ce qu'elle fait à mes côtés. Ce serait le meilleur moyen de parler d'une chose dont on parle très peu, c'est-à-dire les personnes qui accompagnent les malades, quoi. Déjà, ça fait 10 ans qu'elle m'accompagne, 10 ans que nous sommes ensemble. Après, ça fait officiellement presque 3 ans que je suis dans une situation dramatique vis-à-vis de la maladie. Plus précisément, depuis quelques semaines, on a décidé d'accompagner les traitements chimiques. Donc je me suis retrouvé avec des médecines thérapeutiques, acupuncture, bioénergie, des plantes que j'avalais, à éviter au maximum les effets secondaires. Et ça, j'ai plutôt bien géré mon coup, puisque je n'ai pas perdu mes cheveux. J'ai continué à travailler quand même pratiquement tout le temps. Je n'ai pas tout arrêté. Et j'ai pu gérer en fait les... Je me suis tapé 37 cures de chimio et 50 cures d'immunothérapie. J'ai pu gérer les effets secondaires, la fatigue et les difficultés grâce aux médecines parallèles et thérapeutiques que j'ai prises à côté, quoi. Personne ne sait comment on peut réagir face à un cancer. Je défie n'importe qui de... On ne peut même pas anticiper la réaction qu'on peut avoir par rapport à l'annonce quand elle est faite. Je pense que chaque personne a un comportement différent. Mon comportement, moi, lors du premier cancer, ça a été de m'isoler, mais m'isoler totalement. C'est-à-dire que c'était mon combat, c'était mon problème, mais ça ne concernait personne. Donc moi, lors du premier cancer, j'ai tout balayé. Pour rentrer en rémission, j'ai divorcé, j'ai vendu mon appartement, en accord avec ma famille où tout allait bien, hein. J'ai décidé de vivre seul et de m'isoler pendant 4 ans en me disant le meilleur moyen de comprendre la maladie, c'est de plonger en toi, c'est d'essayer de découvrir qui tu es et de comprendre quelles sont les origines de cette maladie, d'où elle vient, pour pas que ça se reproduise. Donc ça, je l'ai fait avec succès. Malheureusement, quand c'est revenu sous une autre forme une deuxième fois, j'étais dans un autre contexte, j'avais refait ma vie et tout, et il était hors de question de procéder de la même façon. J'avais aucune raison de redivorcer, j'avais aucune raison de rentrer dans le même processus. Le deuxième, ça a été d'accepter de ne pas me battre tout seul, d'être à deux dans le combat, et de voir à travers ça comment moi, mon comportement allait changer si je faisais une comparaison avec le premier cancer et la première fois où je m'en suis sorti, quoi. Parce que je me suis retrouvé en rémission à nouveau. Le deuxième cancer est arrivé, le cancer du cardia. Il était métastasé dans l'os, donc je n'ai pas pu être opéré, puisque dès qu'il y a une métastase, on ne peut plus opérer. Pendant 9 mois, un coup de chimiothérapie, de médecine parallèle, d'immunothérapie qui était couplé avec la chimio. En 9 mois, j'ai réussi à dégager métastase, tumeur, etc. Et j'ai été déclaré guéri, tout avait disparu. Et on a décidé d'arrêter tous les traitements. Il y a eu un autre contrôle 3 mois après qui a validé le fait qu'il n'y avait plus rien. Et je me suis senti parti vers la rémission. Et comme il y a des contrôles tous les 3 mois, il s'était arrivé que le contrôle qui a suivi 3 mois après, alors là on s'est retrouvé face au troisième cancer, c'est-à-dire multimétastasé. Là ça a été le coup de massue. Et c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui dans la situation qui n'a jamais arrêté de dégénérer de l'annonce de fin de vie qu'on m'a faite. C'est simple, hein, on m'a montré les scanners et on m'a dit la maladie est incontrôlable, nous ne pouvons plus rien faire. C'est-à-dire que plus aucun traitement, on a tout essayé, médicalement parlant, plus aucun traitement ne peut arrêter cette maladie voilà, la tumeur est repartie, elle est revenue comme au début, les métastases se multiplient, les ganglions grossissent. J'avais les scanners, j'avais le résultat, j'avais les images, j'avais les radios, c'était pas des conneries. Donc ma question, ça a été, ok, mais j'en ai pour combien de temps? On m'a dit ouvertement quelques mois, peut-être l'été, peut-être jusqu'à Noël. Mais par contre, si vous voulez, il y a une nouvelle chimio qui vient de sortir, qu'on peut tester sur vous, peut-être que vous serez réceptif. Mais j'ai dit c'est une chimio palliative. Oui, c'est du palliatif. Donc, ah bah oui, si c'est du palliatif, déjà, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on passe à un autre niveau. C'est pour gagner quoi? Bah, vous gagnerez peut-être 6 mois, 1 an. Donc, vu les dégâts, quand même,
des effets secondaires, parce que j'ai eu beau lutter contre, il y en a quand même eu. Je ne voulais pas repartir en chimio et certainement pas en palliatif. Pour moi, à partir du moment où la maladie devient incontrôlable, les médecins ne peuvent plus rien faire, on arrête tout, et soit je me bats moi-même, soit on s'organise pour vivre sa fin de vie le mieux possible. Ce sont avant tout mes décisions. Si je sens que ces décisions, parce que j'ai tendance à écouter mon épouse, on n'est pas infirmière pendant 13 ans en palliatif, surtout dans le même domaine, en accompagnant les mourants en fin de vie à domicile, hein, puisque c'est le métier qu'elle faisait. Mais je lui fais part de ce que je souhaite, et si elle me dit je ferai la même chose que toi, c'est validé entre nous deux. J'ai toujours été en dialogue permanent avec mes enfants. Il y a toujours eu un lien très fort. Disons qu'on n'a jamais été aussi proches et on ne s'est jamais dit d'aussi belles choses que depuis cette annonce-là, quoi. Déjà, moi, je fais partie des gens qui, avant le premier cancer, ont toujours eu peur de la mort, hein. On a des peurs qui nous angoissent et la peur de la mort fait partie de ces peurs-là. Je faisais des rêves quand j'étais gamin où j'étais enfermé dans un cercueil, etc., la nuit. Donc j'avais peur de la mort. Ma peur de la mort, je l'ai réglée lors du premier cancer. Donc la peur de la mort, je sais que je ne l'ai plus. La notion de mort, elle existe en permanence. On peut se quitter là, dans 10 minutes, je traverse la rue, il y a un scooter qui fait un mauvais écart ou une bagnole qui me renverse, je peux mourir sur l'instant même sans pour cela être au courant et informé à l'avance. Le fait d'avoir entre guillemets une date ou d'avoir un sablier qui commence à couler rend la chose plus concrète. Mais elle a une particularité, c'est que, comme on le sait, on organise ses pensées et son quotidien autrement. Il y a une façon de vivre qui change. Il y a une énergie qui change, il y a un rapport au temps qui change. Il y a des choses qui me paraissaient hyper importantes il y a 3 mois qui ne le sont plus du tout. Il y a des choses qui me paraissaient anodines il y a 3 mois qui sont devenues hyper importantes. Oui, il y a beaucoup de choses qui changent. En ce moment, j'éprouve un besoin de toucher la peau de mon épouse de façon très très forte. La peau, j'ai envie de sentir cet amour avec une force incroyable. J'ai jamais eu envie de toucher autant l'énergie et la peau de la femme que j'aime que ces temps-ci. Comme si quelque chose allait me glisser entre les doigts. J'ai envie d'en profiter au maximum. C'est con, hein? Est-ce que ce sont les derniers jours? On n'en sait rien. Je reste dans une telle bataille, je suis dans un truc tellement combatif. La série YouTube que j'ai mis en route, elle n'avait pas de point d'interrogation dans mon titre au début, je m'en suis expliqué. C'était René Marc, fin de vie. Ça m'a pété comme ça, parce que j'ai eu besoin d'être connecté au quotidien à quelque chose pour me dire non, c'est pas fini. Tu es un créatif, tu es un artiste, et c'est de trouver quelque chose que tu es capable de créer à ta façon, pour pouvoir être connecté en permanence. Mais aujourd'hui, ma série, elle a fin de vie, point d'interrogation. Pour être tout à fait honnête, le fait de parler tout seul devant mon téléphone et puis de mettre une vidéo quotidienne sur YouTube et de déblatérer sur mon quotidien et de m'auto-parler, comme je suis très entouré et plein d'amour autour de moi, je n'ai pas éprouvé le besoin d'être suivi. Donc c'est ma façon de m'auto-suivre dans la difficulté de ce que je traverse. Ça, c'est une première chose. Comme je suis dans le domaine artistique, je me suis beaucoup interrogé sur le côté existentiel et sur la mort et sur la fin de vie, etc. Je pense que j'ai des choses à dire qui peuvent aider autrui. Il doit y avoir des milliers de gens, peut-être des millions, qui sont dans la même situation que moi, que ça peut peut-être aider d'entendre ce que je raconte. Et puis il peut y avoir des tas de gens qui connaissent des personnes autour d'eux, dans leur entourage, qui sont dans le même cas que moi. Donc ça met en lumière des sujets dont on n'ose pas parler. La mort est un sujet tabou, la maladie malheureusement est tabou, et rien dans notre société n'est fait pour nous aider à accepter. Et comme on nous inculque la mort comme un tabou,
Du coup, il y a quelque chose de pas très logique dans notre existence. On ne nous apprend pas que le mot existence vient d'exister. Le mot vivre la vie vient de vivre, mais vivre et exister, ce n'est pas la même chose. Vivre, tout le monde peut vivre. Exister, c'est un autre poids. Et si ma mission, moi, depuis X temps, j'ai découvert que j'aidais les autres, que j'étais plutôt un passeur, que j'ai toujours passé ma vie à aider les gens, si ma mission sur Terre, c'est d'aider les autres, ben, autant aller jusqu'au bout et donner un sens à mon existence. Et auquel cas, la mort n'a plus d'importance, j'aurais réalisé ma mission. Et du coup, je l'accepterai d'autant plus, ma mort, puisque j'aurais fait exactement ce que mon destin m'a montré. Je me suis dit, qu'est-ce que tu laisses? Si tu meurs là, qu'est-ce que tu laisses? Et je me suis rendu compte que je ne laissais rien, à part un appartement dont j'étais propriétaire et 2 enfants, ce qui est énorme, surtout les 2 enfants. L'appartement, on s'en fout, c'est du matériel. Mais oui, je laisse 2 enfants. Mais qu'est-ce que je laissais à mes enfants? Je suis monté à Paris à 18 ans pour être comédien, artiste. J'ai 46 ans, je suis sous une trachéotomie dans un hôpital en train de regarder un plafond. Il n'y a pas une trace que j'ai laissée. Donc tout de suite derrière, j'ai réagi. J'ai écrit, en 10 ans, j'ai écrit 3 bouquins qui ont été édités. 2 bouquins sur l'humour et un bouquin sur les 2 cancers que j'ai vaincus, puisque c'est le 3e qui me terrasse. Et puis j'ai créé Candidator, un concours national d'humoristes qui a 13 ans, qui entame sa 14e année de succès. Et puis j'ai créé dans la foulée l'école de l'humour, le HAS, l'école de l'humour et des arsenics, qui entame sa 10e année d'existence. Donc aujourd'hui, ça, même sans moi, ça va continuer. Et ça, ce sont des traces. Donc c'est comme si, lors du premier cancer, j'avais réalisé que je n'avais pas accompli ma mission. Parce que l'intérêt de l'existence, le temps que l'on passe sur Terre, pas l'intérêt de la vie, hein. L'existence, le temps que l'on passe sur Terre, c'est qu'on doit y amener quelque chose, selon moi. À partir du moment où notre âme quitte notre corps terrestre, c'est pour y avoir fait quelque chose. Moi qui crois, là je commence à rentrer dans un sujet très précis, et tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais moi je pense qu'il y a une âme qui est entrée à l'intérieur de mon corps tout au début dès ma naissance, que cette âme a quelque chose à réaliser, que le corps terrestre a aidé pendant sa vie de corps terrestre à réaliser, et puis qu'une fois que cette âme a réalisé sa mission, son travail, le corps terrestre s'éteint, la vie du corps est terminée, et puis l'âme va continuer. Donc elle sème au fur et à mesure de ses différentes vies dans des corps humains, elle sème des petits trucs à droite et à gauche qui améliorent le monde. Ça, c'est mon point de vue. Et ça, c'est vachement agréable parce que ça me permet de partir, de quitter mon corps sereinement. Alors déjà, moi, il y a un truc que je trouve totalement aberrant. C'est le fait qu'on soit obligé de payer sa mort. L'exploitation financière de la mort est un truc qui me dépasse et qui m'agresse et qui me met profondément en colère. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que si, pour moi, il peut être évité au maximum les dépenses en ce qui concerne ma mort, je serai le premier satisfait. Après, je n'ai pas encore décidé, par exemple, si je pense que je vais vouloir me faire incinérer. Parce que j'aimerais que mes cendres soient dispersées quelque part. Et en même temps, je m'en fous, quand t'es mort, t'es mort. Pff, le corps, je vous l'ai dit, la mêle continue, pour moi, la vie continue. Donc tout n'a plus de sens à partir du moment où le corps s'éteint et où l'âme continue. Tout le reste, tout le cérémonial, tout ça pour moi n'a plus aucun sens. Ce qui cause un souci dans l'organisation, c'est de commencer à parler et à mettre en place tout ça avec son entourage, avec sa famille, avec les gens qu'on aime. Enfin, c'est quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe au bout d'un moment. On a beau se dire, ok, je suis en fin de vie, à un moment donné, il y a un notaire, il y a des papiers, il y a tout un côté administratif à mettre en place pour protéger les gens qu'on aime. Et là, on commence à avoir des conversations qui sont douloureuses. Le poids de la peine, hein.
la peine et la douleur psychologique interviennent. Ça veut dire qu'on s'en rapproche, ça veut dire que la mort n'est pas loin, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité de guérison. En ce qui concerne mes enfants, l'héritage, je l'ai déjà fait. J'ai fait le plus bel héritage qu'on puisse faire à ses enfants, c'est que j'ai fait l'héritage du cœur. J'ai transmis à mes enfants ce qu'est le cœur. Mes enfants sont de belles personnes. Et ce que nous nous disons et ce que nous vivons ensemble me fait montrer que je leur ai laissé le plus bel héritage qu'on puisse laisser. Ils ont la notion de la maladie, ils ont très bien compris d'où venait cette maladie et toute notre histoire familiale est réglée. Donc ils ne vont pas hériter de choses négatives. Après, en ce qui concerne l'héritage matériel et financier, c'est tout simple. Hein. Ils deviennent, moi je suis, en tant qu'artiste, je suis auteur de pas mal de choses et ils deviennent mes ayants droit. Donc ils vont automatiquement bénéficier de tous mes droits. Et comme je suis parti pour être célèbre après ma mort, je pense que ça peut bien se passer pour eux. Il y a une question qui m'a été posée que j'ai trouvée très intéressante. C'est ma fille qui me l'a posée. C'est j'aimerais savoir comment tu vas te manifester après pour pouvoir te reconnaître. Une fois, j'étais devant la télévision sur le canapé avec mon épouse. On regardait un film à la con et je sens un parfum dans notre appartement et je dis tiens, c'est ma mère. Ma mère est décédée il y a plus de 30 ans. Et je sens ce parfum qui était c'était évident que c'était la présence de ma mère. Et je dis donc à ma femme, je dis mais ma mère est là, je la sens. Ça a duré quelques instants, le parfum a disparu, etc. Donc j'avais raconté cette anecdote et ma fille m'a demandé justement mais toi alors tu te manifesteras comment après? J'ai dit peut-être sous cette forme-là, mais peut-être autrement. J'ai dit je suis incapable de répondre à cette question-là. Je ne sais pas comment sera l'après, mais j'ai dit je pense que j'aurai une particularité qui ne dépend que de toi et de moi, que tu reconnaîtras forcément, et seulement toi, tout comme mon fils aura une autre reconnaissance. Après, en ce qui concerne l'après, leur vie à eux, à elles, j'en sais rien, on n'en a pas discuté. Moi, je n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de les laisser seuls. En ce moment, il n'y a rien de plus qui me rend triste que de voir pleurer la femme que j'aime ou mes enfants. Je découvre que la vie est terriblement courte. J'ai que 62 balais. Hein. Aujourd'hui, la moyenne de vie chez les hommes, c'est 78. Chez les femmes, 86. La moyenne de vie chez les hommes, 78. J'en ai 62. Il pourrait me rester encore 16 ans. Donc si j'ai un message à faire passer global, c'est de ne pas perdre de temps dans des conneries. Par exemple, je ne comprends pas cette génération qui passe des heures entières à regarder des séries sur Netflix, alors qu'il y a tellement de choses extraordinaires à faire de sa vie. Je ne comprends pas les gens qui passent des heures et des heures sur leur téléphone portable, alors qu'il y a des milliers de voyages à faire et des choses magnifiques à découvrir partout dans le monde. Parce qu'après, voilà, on arrive, on a 62 balais, on est condamné, et on se dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? C'est pas mon cas, mais le message que j'ai envie de faire passer, c'est si, dans mon cas, à 62 balais, vous vous retrouvez dans la situation, ta vie est terminée, mais putain, t'as rien fait de ta vie, merde, quoi. Moi, à 46 ans, quand j'ai découvert que j'avais pas laissé de traces, finalement, en 16 ans, j'en ai fait des trucs. J'ai pas arrêté. J'ai bâti, j'ai construit des choses hallucinantes et je suis très fier de ce que j'ai fait. Et j'étais tout le temps dehors, à aller voir des spectacles, à rencontrer des gens, à vivre, à profiter de la vie. Et le problème, c'est que nous sommes dans une société où, pour des raisons politiques et financières, on nous divise. Et en nous divisant, on nous fait tous avoir une identité propre, seule, et on n'est plus en contact avec quoi que ce soit, ni avec la vie, ni avec les gens, ni avec la culture, ni avec le monde. On croit qu'à partir d'un téléphone portable, on est en contact avec le monde. Oui, on peut parler avec quelqu'un en Chine en visio, c'est merveilleux. On n'est pas en train de voyager en Chine, on est sur un petit écran de merde, c'est pas... Là, j'ai soif. C'est pas la même chose. Si on prend le domaine hospitalier, les malades sont
exploité. Alors attention, hein, entendons-nous bien, tous les gens qui travaillent dans le milieu hospitalier sont des gens pour qui j'ai un respect impensable. Je n'ai pas rencontré une seule personne, et ça fait donc 15 ans que je fréquente les hôpitaux, je n'ai pas rencontré une seule personne qui m'a déçu à quelque niveau que ce soit, aide-soignant, infirmier, docteur, professeur, machin, etc. Non, quand je dis que les malades sont exploités, c'est-à-dire que le système de santé s'est tellement dégradé au fil des années, et en 15 ans je les ai vus, et aussi là, particulièrement depuis le Covid, que les gens dans les hôpitaux n'ont plus les moyens de travailler correctement. Il y a un manque de budget qui fait qu'il est devenu très difficile pour les gens qui sont en milieu hospitalier de travailler dans de bonnes conditions. Donc le malade subit. Et à partir du moment où il subit, il est exploité. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps de lui expliquer. Et franchement, si j'avais pas la chance, et encore une fois, il n'y a pas de hasard dans la vie, d'avoir épousé une infirmière, une ex-infirmière, qui connaît le jargon et qui sait exactement quels sont les sous-entendus des comptes rendus de scanners ou des conversations qu'on peut avoir avec un professeur ou un médecin qui vous explique les choses, je serais totalement perdu. Parce qu'il est totalement impossible pour un malade aujourd'hui de comprendre les termes, les résultats de scanner et de comprendre exactement ce qu'il a. C'est impossible. On nous fout des médias et des télévisions à la con pour nous endormir le cerveau avec des bêtises qui ne nous font pas réfléchir. Et puis par derrière, au niveau des actualités, on nous fait peur exprès pour qu'on ferme notre gueule, pour qu'on se sente en danger en permanence. Donc il n'est pas question d'humain une seule seconde dans cette démarche-là. Et ma chimiothérapie, mon immunothérapie, on peut le savoir, hein, moi c'était 5 000 € tous les 15 jours. Alors 10 000 € par mois. Alors ok, attention, je ne dénigre pas un système. Il y a une carte vitale, nous sommes pris en charge à 100% et je n'ai jamais payé ces 10 000 € par mois, alors qu'aux États-Unis, je serais obligé de le faire. Donc je ne suis pas en train de dénigrer le système que nous avons en France, mais je suis en train de dénigrer le fait que ces 10 000 €, rien qu'à moi, par mois, c'est parti dans des laboratoires. Et que la chimio palliative, si je l'avais acceptée, j'avais un contrat à signer avec un laboratoire américain, et je l'ai vu, le contrat. Et c'est un contrat que je signais avec mes risques et périls, puisque comme c'était une nouvelle chimio, il était impossible de connaître les effets secondaires, les nouveaux effets secondaires. Donc je m'exposais, je devenais cobaye de ce laboratoire américain, puisqu'étant en fin de vie, et c'est comme ça qu'il procède. Dès que quelqu'un est en fin de vie, on lui propose de l'accompagner avec une chimiothérapie. Mais c'est toujours les dernières chimios qu'on met en place pour pouvoir, en fonction des réactions des malades, avoir des statistiques et pouvoir décider si cette chimio va être opérationnelle plus tard. Mais chaque chimio se vend plus cher que la précédente pour l'hôpital. C'est pour ça que je dis que les malades sont exploités, c'est pour ça que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation de cobaye, et c'est pour ça que l'humanité, dans tout ça, elle se situe où ? Est-ce que nous sommes considérés comme des êtres humains, ou est-ce que nous sommes considérés comme des numéros, appelés à devenir malades, et à faire partir d'un système qui va s'engrosser sur notre dos ? Je reste persuadé que notre système actuel, mondial, pas français, on va progressivement s'américaniser de plus en plus dans plein de domaines en France. Au niveau de la santé, ça commence déjà. Mais je reste persuadé que notre système mondial est en train de mettre en place quelque chose qui fait qu'on va nous rendre de plus en plus malades pour pouvoir rendre de plus en plus riches des sociétés qui vont tenter de nous guérir par tous les moyens avec des choses qui leur apporteront beaucoup d'argent. À quel moment on enseigne que la mort est agréable ? À quel moment on peut dire que la mort peut être agréable ? Non pas comme... par exemple, le suicide est tabou. Mais il existe en Suisse et en Belgique notamment, et puis peut-être dans d'autres pays, j'en sais rien, ce qu'on appelle le suicide assisté. De même que l'euthanasie. L'euthanasie est un débat en France depuis tellement longtemps. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un débat sur l'euthanasie ? Est-ce qu'une personne qui est en train de souffrir et qui demande à partir n'a pas le droit de partir ? Pourquoi la retenir à des fins médicales, religieuses, familiales ? Pourquoi ne pas écouter la souffrance de cette personne et ne pas faire ce qu'elle demande ? Je pars du principe que l'existence dont je parlais tout à l'heure, pour un être humain, passe par l'évolution.
Et que toute la vie que nous avons à faire sur Terre, c'est pour évoluer. Et évoluer, c'est évoluer spirituellement. Donc là, je suis dans une situation où spirituellement, je ne me suis jamais senti aussi évolué que depuis l'annonce de fin de vie, oui. Ça m'a connecté à une façon de voir le monde et l'existence que je savais, que je sentais, qui faisait partie de moi. Mais aujourd'hui, je franchis ma dernière étape d'évolution en tant qu'être humain sur cette terre, quoi. Une personne qui ne me connaît pas, je suis dans une soirée, je suis dans une conversation, elle ne peut pas deviner une seule seconde ce que je traverse. Mais c'est parce que je pars du principe qu'à partir du moment où ça se voit, où ça commence à se voir, il y a un rapport avec les gens qui change. On sent dans le regard que l'on a en face que quelque chose change dans le regard de l'autre. Il y a comme une espèce de pitié qu'on voit dans le regard de l'autre. Et ça, en tant que malade, ça nous blesse, hein. La façon authentique que j'ai mise en place tout de suite d'être moi-même et de m'exprimer sans aucune tricherie et avec humanité. Les personnes qui ne sont pas humaines ou les personnes avec qui je ne sens pas une énergie positive ou avec qui je sens qu'il va y avoir un problème, je les fuis d'office. Moi, la plus belle mort que j'ai vécue, c'est le directeur du Point Virgule. Quand je travaillais au Point Virgule, puisque j'étais directeur artistique du Café-Théâtre Le Point Virgule pendant 12 ans, de 91 à 2003. Christian Varini, qui était le créateur du Point Virgule, est décédé très très vite au début des années où j'ai débarqué. C'était un mec extraordinaire. Je n'ai jamais oublié son enterrement, c'était à Montauban, et il avait mis de côté avec sa famille une trentaine de caisses de champagne au frais, et il y avait des orchestres qui nous attendaient, et on a été logés et hébergés pendant 3 jours et 3 nuits par la famille, et ça a été la plus belle fête que j'ai jamais passée de ma vie. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être en Louisiane, tu sais, les orchestres jazz, etc. C'est-à-dire que ça a été un enterrement festif, heureux, joyeux, un truc que j'ai jamais oublié. Je me suis dit, putain, mais si c'est ça, si tous les enterrements pouvaient être comme ça, ce serait super, quoi. À moi, si j'ai de toute façon, je pense que mon enterrement, je dis pas que l'enterrement va être festif, mais je pense qu'il risque d'y avoir une réunion, une fête assez délirante autour de moi, ouais. Et qu'on va ressortir les gros dossiers où j'ai été particulièrement drôle. Mais je pense qu'il y aura quelque chose de festif. Pas à l'instant même, hein, si c'est une incinération, pas pendant la cérémonie dite. Je pense que là, ce sera difficile d'être festif. Mais comme je suis quelqu'un qui a toujours la connerie au coin de l'œil, quoi qu'il arrive, je pense que, ouais, il y aura de la connerie. Je pense qu'aucun ne pourra dire qu'il ne me connaît pas. J'ai été le même avec tout le monde. Alors après, il y aura des souvenirs plus personnels, parce qu'il y a des gens avec qui je suis certainement allé un petit peu plus loin dans le rapport amical. Non, moi, je pense que les gens auront... tout le monde aura la même image que moi, tout le monde a la même image que moi. Et si la vie devait défiler, si à l'aube de la mort, ma vie devait défiler en 45 secondes de A jusqu'à Z, ben putain, en 45 secondes, j'ai l'impression qu'il n'y aurait jamais le temps. C'est trop court. S'il fallait faire un réel, j'en sais rien du tout. Je sais pas.